extrait. Récemment, tu as partagé en story ton ex-mini court-métrage sur le don d'organes. Ouais. Donc je mettrai un extrait. T'as beaucoup aimé a priori. Que j'ai beaucoup apprécié parce que donc, dans ce court-métrage-là, il y a une mise en scène avec des soldats et un avion qui tire sur les soldats. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as incrusté en post-production cet avion, s'il te plaît? Alors, je t'ai répondu, je t'ai bien affiché en story. Oui. Et je t'ai dit que ce n'était pas de l'incrustation, que c'était un vrai avion. C'est un vrai vrai avion. fucking avion qui passe au-dessus de la scène. Ce mec est complètement taré. Ouais. C'est n'importe quoi, ouais. Non mais vraiment. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui accueille aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, qui est infirmier en réanimation et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Un Homme en Blanc. Et on est ravis d'accueillir pour cet épisode Tanguy Leroux, qui est pharmacien biologiste et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne qui porte son nom, tout simplement. Sa particularité, c'est le contenu ultra soigné, de loin le meilleur d'entre nous sur YouTube et sur Instagram. 330 000 abonnés, il est très engagé notamment sur le SIDAction et le don d'organes. Et il a justement, on parle de don, et il a ce don pour allier image et message fin. Merci pour cette belle présentation et merci pour l'invitation, franchement très cool. Avec plaisir. C'est parti. Ce que je te propose du coup, pour un petit échauffement, pour lancer le podcast, pour lancer l'entretien, on a déjà pas mal discuté. Ouais. Petit échauffement, on va te poser des questions rapides, où en fait il faudra uniquement répondre par vrai ou faux. Ok. On aura l'occasion de débattre après, on aura l'occasion de développer après. Ça te va ? Ça me va. Vrai ou faux, ou oui ou non. Selon la question, il y a des fois oui ou non. Ok, ça mais fait pas adapter. de phrase. Pas de phrase. Ok, on ça en marche parlera encore. après, ça va nous servir d'élément pour la suite. Ok ? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que la narration est importante dans la vulgarisation ? Vrai. Est-ce qu'il y a des youtubeurs et instagrammeurs qui prennent la grosse tête ? Vrai. Est-ce que ton travail sur les réseaux sociaux est un vrai travail maintenant ? Vrai. Les professionnels de santé devraient être formés à la communication digitale. Faux. Ok. Tu te reconnais en tant qu'influenceur santé ? J'aime pas trop ce terme, donc je dirais faux. Ok. Les gens ont confiance en les influenceurs santé. Vrai, de plus en plus. Si tu pouvais, tu ne ferais plus que de la vidéo. Faux. Est-ce que analyser les cellules, c'est à la portée d'un enfant ? Vrai. Le grand public connaît bien ton métier. Faux. Archi faux. Est-ce que tu es le c'est pas sorcier de la biologie ? J'aimerais bien. Vrai. On peut faire passer tous les messages grâce à la vidéo. Vrai. Tu aimerais t'ouvrir à plus de sujets que la santé ? Vrai. Est-ce que ton métier existera encore dans un siècle ? Ça, c'est une bonne question. Si j'étais pessimiste, je dirais non. Mais allez, je vais dire vrai. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, d'optimiste. Ok, c'est parfait. Bon, Moi, je rebondis surtout sur les archi-faux. Pourquoi tu disais, quand tu disais que... Alors, plusieurs choses déjà. Tu disais que tu te reconnais pas en tant qu'influenceur santé. Ouais, en fait, j'aime pas trop ce terme. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis pas fan de ce terme-là. Je dirais plutôt créateur de contenu. Et forcément, indirectement, on va influencer un peu les gens à travers notre contenu. On va peut-être les inspirer, peut-être créer des vocations sur certaines carrières. Mais voilà, c'est vrai que le terme influenceur, il a cette mauvaise image. Voilà, on connaît les influenceurs de Dubaï. C'est exactement ça. C'est surtout qu'on connaît en plus dans la médecine tous les fake meds qu'il y a eu, et la loi influence a existé notamment parce que des influenceurs de santé vendaient des produits de santé et se faisaient passer même des fois pour des professionnels de santé. Donc Exactement. c'est vrai que en tant que professionnel de santé, vraiment ce mot-là, quand il y a des partenariats qui nous parlent en tant qu'influenceur santé, moi je corrige justement pour le coup. Moi je suis vraiment dans ce truc-là en disant non, on fait de la vulgarisation, on fait pas de l'influence, on fait pas des unboxings. Exactement. Ouais. Donc, Moi, j'essaie de reprendre et de dire que je suis plutôt créateur de contenu. Et je trouve que c'est un terme assez général qui rassemble plein de choses. Ça veut dire qu'on fait de la photo, on fait de la vidéo, et on n'est pas là à influencer les gens, quoi. Forcément, il y a forcément un moment où ça influence, comme tu dis, si c'est pour, mais c'est influencer dans le bon sens du terme. Ouais. Si on n'a rien à vendre derrière, si on n'a rien à proposer, si c'est uniquement, voilà. On n'est pas des influenceurs, on est des informateurs santé. Voilà, non, c'est ça. Si on fait de l'info publique, on sert de ce qu'on appelle le biais de l'aura, le fait d'être créateur de contenu pour faire de bonnes choses. Quoi. Moi, j'espère influencer les gens dans le bon sens, susciter des vocations, que les gens s'intéressent un peu aux sciences, aux carrières médicales. Moi, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, si je peux être influenceur dans ce sens-là, au final, ça me va, quoi. Ouais.
Il y a un petit côté aussi dédramatisé, parce que tu vois, toi, t'as fait des trucs sur le don d'organes, tout ça. Ouais. Au-delà de la carrière, je sais pas, en tant que patient, en tant que famille, si tu cherches un peu une information sur c'est quoi le don d'organes, ben, ça rassure un peu de savoir de quoi, plus qu'avoir une plaquette, tu vois, la plaquette don d'organes qui est très très bien. Hein. Ouais. Ben, le fait d'avoir la vidéo, de voir un peu comment ça se passe, le fait de dédramatiser le truc. C'est clair. Là, pour le coup, c'est exactement ça. Tout l'aspect vulgarisation. Quoi. Tout à l'heure, tu disais archi-faux. Ouais, je sais plus à quelle question. Attends, que je te redonne. Je les ai jetés par terre les questions. Je les ai plus sous la main. Dis-moi les questions. Le grand public connaît bien ton métier, mais on va en reparler de ton métier. On va en reparler de ton métier. Ça, j'ai dit archi faux parce que vraiment, je suis obligé d'expliquer à chaque fois mon métier. Dès qu'on me demande en soirée, même des gens qui sont dans la santé, qui sont, je sais pas, médecins, infirmiers, quand je leur dis que je suis pharmacien biologiste, ils comprennent pas tout de suite. Et je leur dis, ouais, je travaille en laboratoire d'analyse. Généralement, ce que je dis, c'est que voilà, quand tu vas faire ta prise de sang et que tu vas faire un bilan sanguin, généralement, les gens comprennent direct. Ouais. Et les gens apprennent à ce moment-là que t'as des pharmaciens et des médecins qui bossent dans les laboratoires, qui gèrent ces laboratoires-là, quoi. Ah, mais du coup, t'es laborantin? Ouais, généralement c'est la deuxième remarque qu'on sait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on en reparlera parce qu'il y a une partie justement, on va parler de ton métier, des deux parcours possibles pour justement faire ton métier, parce que je trouve ça hyper intéressant. Bah, c'est surtout qu'on en avait discuté et que même moi tu m'avais appris ça, le fait qu'on pouvait faire le parcours pharma et médecine pour faire biologiste. Mais on en reparlera. On passe à l'iPad, à la roue des miracles. Donc on t'a expliqué un petit peu le concept. Je te propose une roue que qu'on va te faire tourner. Et en fonction de ce que tu vas voir derrière, tu auras juste à appuyer une fois dessus. Et en fonction de ce sur quoi tu vas tomber, ça va définir le reste de l'entretien. In that wheel, c'est... Ok, c'est bon. J'ai l'impression d'être avec Hugo Décrypte, là. Voilà, c'est ça. Alors, l'arbre qui, pour nous, correspond à la thématique du cinéma et de la santé. Ce qui tombe bien parce qu'on en a beaucoup parlé en introduction. Toi, il y a une caractéristique qui définit tes vidéos, on l'a dit dans l'introduction, c'est que je pense que t'es vraiment le meilleur d'entre nous sur ce domaine-là pour faire de la narration et presque de la fiction dans tes vidéos. On sent dans toutes tes vidéos, au-delà de la vulgarisation scientifique, qu'il y a vraiment cet amour du cinéma qui transparaît, qui transpire en chaque truc. Pourquoi tu fais ce choix de pas faire simplement des vidéos facecam comme on peut voir, et sans critiquer les vidéos facecam parce qu'on en fait, mais des vidéos facecam toutes simples avec un fond. Pourquoi ce petit attrait supplémentaire qui fait que tes vidéos elles sont différentes des autres? Bah, je pense que j'ai toujours été passionné de cinéma depuis tout petit. Très fan de Star Wars par exemple, de certaines sagas, Seigneur des Anneaux, tout ce qui est science-fiction aussi. Et je pense que j'attache une importance particulière à l'image, à l'esthétique, au visuel. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de créer du contenu cinématographique, cinématique, et montrer la beauté de la science, tu vois, à travers mes vidéos, et pas simplement faire du fast-cam, de la narration, même si je le fais de plus en plus. Maintenant, je trouve que c'est important aussi. C'est important aussi de se montrer face caméra. Et pour la petite histoire, moi j'ai commencé justement en faisant des vidéos sans montrer mon visage. Je faisais simplement de la voix off et que des images filmées. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que c'était aussi important d'avoir un visage sur une personne, que les gens puissent s'identifier à quelqu'un. Donc petit à petit, je me suis dirigé vers ça. Mais à la base, grand passionné de cinéma, de science-fiction. Tu vois, dernièrement, j'ai adoré par exemple Dune, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça fait partie des... et je m'inspire de tous ces univers-là pour faire mes vidéos, quoi. Tu t'es formé un peu justement à montage, narration, scénarisation? Bah en fait, j'ai deux grands frères qui étaient assez geeks et qui, quand j'étais petit, me montraient un petit peu les techniques de montage. On faisait des petits films ensemble. Et je pense que c'est un peu eux qui m'ont donné le goût au cinéma, à la fiction. Et puis après, petit à petit, sur YouTube, je me suis formé un peu tout seul. J'ai rencontré 2-3 potes aussi qui aimaient le cinéma, qui aimaient faire des films. Et je pense qu'il y a eu une émulation, on s'est entraîné là-dedans. Et à force d'apprendre sur YouTube, de regarder des tutoriels, passer des après-midi sur After Effects, sur Adobe Premiere, les logiciels de montage. Là, je me suis vraiment mis à fond là-dedans. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai été très curieux de différents effets spéciaux. Tu vois, par exemple, faire un time-lapse, un hyperlapse, faire de incrustation avec du masquage avec un fond vert, par exemple. J'ai fait des films de mariage, j'ai fait des clips. En fait, j'ai
Vraiment, j'ai expérimenté plein de branches différentes avant de trouver vraiment le domaine qui me correspondait, à savoir le documentaire, la vulgarisation, quoi. C'est ça, je pense, la différence aussi beaucoup avec beaucoup de créateurs de contenu, c'est que t'as exploré la vidéo avant d'explorer la vulga en santé. Et du coup, t'as fait d'autres choses avant. Un peu ça. Comme moi, pour le coup, j'avais fait de la photo aussi avant et tout, donc c'est pour ça que je me remets. Toi aussi, tu fais beaucoup de photos aussi. C'est ça. Et t'as fait autre chose qu'au final du facecam. Le facecam, il est venu après. Ouais, exactement. En fait, je suis passionné d'audiovisuel de base et beaucoup expérimenté, appris à faire de la vidéo. Et oui, en fait, c'est venu sur le tard, la vulgarisation. En gros, je venais de passer le concours de l'internat en pharmacie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, on apprend plein de trucs hyper intéressants dans nos cours. C'est génial, mais c'est hyper barbant de lire ça dans un cours. J'ai envie de mettre ça en image. J'ai envie de partager ça aux gens, mais de façon plus visuelle, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement la même. Et du coup, ça te prend combien de temps entre le moment où tiens, j'ai envie de faire une vidéo de tel sujet et le moment où je clique sur publier? Ça prend combien de temps? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend un peu du format. Mais si par exemple, je veux faire un short de 1 minute, 1 minute 30, je dirais que ça me prend 2 jours cumulés, enfin au total. Il me faut au moins une demi-journée au moins d'écriture, voilà, me documenter, écrire un sujet. Ensuite, je sais pas, une demi-journée de tournage. Et puis le montage, ça peut être une journée totale. C'est ce que je dis, tu fais du facecam simple, mais il n'y a pas de facecam simple avec toi. C'est-à-dire que le moindre, ça n'existe pas. Le moindre truc, même dans les effets de sous-titres, dans les effets de transition, de son, on sent que t'as, encore une fois, ce truc ciné de même un short sur YouTube qui va être vu, qui va durer 1 minute. Tu fais la triple écriture parce que tu fais de la musique, tu fais du sound design. Donc alors tu la fais musique, vraiment... je la fais pas vraiment. Non, mais je veux dire, tu la travailles quand même. Tu la sélectionnes. Et les bruits, les transitions, tout est, enfin, on utilise vraiment tous ses sens pour regarder tes shorts. Et c'est, tu vois, moi je dis, on me dit souvent, je pense qu'on te le dit souvent aussi, qu'on est, nous, perfectionnistes, mais t'es dans la stratosphère par rapport à nous. Ouais, je suis assez fou là-dessus, assez perfectionniste, c'est clair. 2 jours pour un short, et pour une vidéo de 20 minutes. Bah, justement, là, je viens de faire un documentaire de 14 minutes là, sur le vin. C'est un de mes plus gros projets à ce jour. Et c'est, je pense, 2 mois de travail. Entre les phases d'écriture, les visios avec les différents intervenants pour écrire le script. Ensuite, le tournage qui a duré 4 jours, parce que c'était à Bordeaux et ensuite à Marseille. Et après, grosse phase de montage. Donc, dans ces phases-là, je m'enferme chez moi et je peux faire des journées de 8h minuit avec juste 1 heure de pause le midi. Et là, c'est des grosses phases de montage où je suis enfermé, je suis dans ma bulle créative. Mais je trouve ça intéressant, ça, parce que toutes les personnes qui disent c'est bon, la vidéo sur YouTube, c'est compliqué, c'est pas un vrai métier. Ouais, non. Qu'ils essayent, et puis ensuite. C'est là la vraie différence aussi avec TikTok et d'autres réseaux, c'est que YouTube, je trouve qu'il y a encore, c'est vraiment sur YouTube, et ça, je trouve pas étonnant du coup que t'aies percé sur YouTube. Parce que t'as quand même, faut le préciser, plus de 330 000 abonnés sur YouTube. Sur Insta, moi j'ai toujours dit que t'étais il était quoi, t'as 10 000? Ouais, 10 000. Mais parce 10 000 que. 14 000, c'est ça, moi, ça m'en fout, c'est qu'il a une qualité qui est largement, et encore une fois, sans niveler par le bas les autres, mais t'as un niveau au-dessus de beaucoup de personnes. Non, je pense que tu vois les plateformes. Je pense que mon contenu est pas forcément très adapté à Instagram. Pour moi, Instagram, je m'en sers comme relais en fait de mes vidéos YouTube. Ouais, c'est ça. Je viens reposter des extraits, je viens poster quelques petits contenus, mais le truc c'est que je suis pas assez régulier, je pense. Insta, ils aiment pas les créateurs qui sont pas réguliers, qui postent pas souvent. J'aime pas trop faire des stories. Étaler un peu, faire du lifestyle, montrer un peu les dessous de ma vie, tout ça. Je pense que c'est pour ça que sur Insta ça prend pas de ouf, mais après j'aimerais bien justement y travailler parce que je trouve que c'est important quand on travaille avec des marques d'avoir un certain nombre d'abonnés, d'avoir un Instagram qui soit quand même propre. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler cette année, quoi, par exemple. Ok, très chouette. On tourne ? J'avais encore une question. Dernière. Une petite chose à raconter quand même dans le truc du perfectionniste, et je mettrai un extrait. Récemment, t'as partagé en story ton mini court-métrage sur le don d'organes. Ouais. Donc je mettrai un extrait. T'as beaucoup aimé, a priori. Que j'ai beaucoup apprécié parce que donc dans ce court-métrage-là, il y a une mise en scène avec des soldats et un avion qui tire sur les soldats. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as incrusté en post-production cet avion, s'il te plaît? Alors, je t'ai répondu, je t'ai bien affiché en story
Et je t'ai dit que ce n'était pas de l'incrustation, que c'était un vrai avion. C'est un vrai avion. fucking avion qui passe au-dessus de la Seine. Ce mec est complètement taré. Ouais. C'est n'importe quoi, ouais. Non mais vraiment. Enfin, Mais ouais, en fait, j'ai de la chance d'avoir des potes qui sont aviateurs, qui pilotent des avions depuis longtemps. Et je me suis dit, j'ai un court-métrage à faire sur le don d'organes. J'avais envie de faire un truc complètement décalé, donc j'ai choisi le thème de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais reproduire une sorte de petit film de guerre. Et ensuite apporter le message du don d'organes à la fin de la scène. Et je me suis dit, on va faire les choses en grand. On va trouver des costumes World War II. On va trouver un avion et tout. Et du coup, j'ai demandé à mon pote si éventuellement... Cette phrase elle est folle. On rentre sur Uber. Allez. J'ai demandé à mon pote, voilà, qui fait partie du club d'aéroclub de Bernay. Okay. Et il me dit, ouais, bah, le président, il a un vieil avion de guerre, un vieux biplan de la Seconde Guerre mondiale. Si tu veux, il y aura peut-être moyen qu'il fasse la scène. Et hyper sympa, du coup, il a bien voulu tourner cette scène. Par contre, c'était à condition de faire ça à l'aéroclub. Vous pouvez pas faire ça au-dessus de n'importe quel champ, forcément. Fallait respecter le code de l'aviation, etc. Et ouais, c'était ouf comme tournage. Enfin, c'était incroyable. Ah bah oui, ça, et bah, mon côté perfectionniste a fait qu'on a dû tourner la scène 5-6 fois, donc plusieurs passages de l'avion. C'est pas une prise. Ah oui, d'accord. Ouais, au-dessus de la scène. Ouais, ok. Mais ça, c'est cool d'avoir des potes. Je pense que c'est aussi ta force, c'est que t'as des potes qui sont là-dedans et qui sont avec toi pour l'audiovisuel. Ouais, bah c'est clair que j'ai toujours des potes qui sont là pour m'aider bénévolement. Enfin, à l'époque, on avait un budget dérisoire pour faire cette vidéo. Vraiment, on avait 3 000 € pour faire cette vidéo avec des costumes, des acteurs, un avion, etc. Et donc forcément, c'était quasiment du bénévolat. Et c'était que du volontariat, c'était une volonté de m'aider en fait dans mes projets. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des copains qui sont toujours là pour moi pour ça. Ok, bah très chouette. Ça, pour le coup, c'est les vrais copains. Ouais. Excuse-moi, tu pourrais pas me dépanner d'un avion? Ouais, vite fait là, comme ça. Mais oui, puis j'ai simplement offert une bouteille de whisky au pilote et il était très content. Il était refait. Avant ou après le tournage? Avant, bien sûr. Allez, c'est parti, je te file. De quoi ça va spin une deuxième fois. Ok, on est parti. Vas-y. Ah, tu fais ça comme personne. Hein. Ok, du coup, je te laisse expliquer le smiley triste. Du coup, tu viens de tirer le smiley triste. En fait, on compte sur toi. Est-ce qu'il y a une anecdote dans ton parcours, soignant ou vidéaste, qui t'aurait marqué, mais évidemment quelque chose d'un petit peu pas forcément ultra positif? Alors ouais, j'ai une anecdote. Enfin, je vais pas citer de nom, mais en gros, j'étais interne à l'hôpital, donc en formation, en semestre. Je sais pas si je vais dire le nom, mais j'étais dans un semestre, voilà, dans une discipline en particulier, et ça se passait pas très bien. On était assez peu responsabilisés, on n'avait pas beaucoup. Tu vois, on s'ennuyait un peu, franchement. J'apprenais pas grand chose, et je me remettais même en question sur ma vocation, mon choix de carrière. À ce moment-là, je regardais même pour faire une passerelle pour revenir en officine, parce qu'en pharma, donc t'as plusieurs filières. Tu peux faire de l'officine, tu peux faire l'hôpital, etc. L'industrie, tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit non, ça me plaît pas, je retourne en officine. Alors je m'étais battu pour avoir le concours de l'internat. C'est un concours qui est hyper sélectif, et l'internat, vraiment, je l'avais voulu, je l'avais rêvé. Et enfin bref, du coup, pendant ce semestre-là, ça se passe pas très bien. Et à la fin du semestre, il y a un de mes chefs qui me dit qui me prend en entretien et qui me fait bon, Tanguy, du coup t'en as pensé quoi? Et moi je voulais pas faire de vagues, je suis quelqu'un d'assez discret. Je lui dis bon bah ok, ça a été, et puis moi j'attendais que le semestre suivant. Et là le mec m'a carrément enchaîné, et il me dit ouais Tanguy, je sais que tu fais de la vidéo, mais à un moment donné il va falloir choisir entre être professionnel de santé ou vidéaste. Tu pourras pas faire les deux. La biologie médicale, c'est un métier qui est exigeant. L'internat, c'est quelque chose, c'est une formation qui est chronophage, qui est prenante. Tu vas pas pouvoir te permettre de faire tes petites vidéos dans ta chambre sur YouTube et un vrai taf, quoi. Le cliché. Et je t'avoue que cet entretien-là, ça m'a mis un coup de massue. En plus, il y avait une deuxième prof, une deuxième chef avec moi à ce moment-là, pareil, qui m'a mis cher. Et clairement, souvenir triste. Mais au final, la petite revanche de tout ça, c'est que quelques années plus tard, quand j'ai commencé à bien marcher sur YouTube, que mes projets commençaient à avoir de l'ampleur, je commençais à bosser avec des hôpitaux, avec des assos,
ce même prof est revenu vers moi et il m'a dit bah écoute, tu t'es bien rattrapé entre guillemets, enfin t'as montré que t'étais proactif. Il m'a dit t'as vraiment revalorisé notre t'as revalorisé non, qu'est-ce qu'il a dit là, t'as redoré le blason de la biologie médicale, enfin voilà, je suis fier de toi et tout. Et puis on s'est expliqué, forcément je lui ai dit que ça m'avait pas plu ce qu'il m'avait dit, que c'était hyper malveillant. Ouais, t'as pu lui dire on a dit les termes. Sur le coup, quand il m'a dit quand il m'a fait cette critique, j'étais tellement sidéré que voilà, j'avais pas grand chose à répondre aussi, c'est ça. Et puis il se mêlait de quelque chose de personnel en fait. Mon choix de carrière, ça ne tient qu'à moi. Et enfin bref, du coup souvenir triste, j'évoquerai ça quoi. Ok. Bon classique, de toute façon tu fais des vidéos dans ta chambre. Ça fait un peu l'orientation pourrie du lycée. Ouais, et puis ça m'a carrément. Non, mais c'est vrai, ça fait tu feras rien de ta vie, trouve un vrai métier. Enfin, on dirait les débuts sur YouTube, alors qu'en plus on sait très bien qu'aujourd'hui, à un moment où t'as fait ça, c'était déjà un métier quoi, d'être vidéaste et tu vivais de ça. Ouais. Et puis bien même en fait ce que tu dis, c'est en fait c'est ma vie en fait une fois que j'ai quitté l'hôpital ou c'est ça. Le stage. Et t'as beau être adulte, je sais pas, je devais avoir 25 ans quand on m'a dit ça, donc je suis adulte, j'avance de mes propres ailes, etc. Mais tu le prends quand même personnellement. Pendant un mois, j'ai cogité le truc, même plusieurs mois. Je me suis dit, il a peut-être raison en fait. Il y a un moment donné, il faut que je choisisse. Alors qu'en fait, pas du tout. Si j'ai envie de faire les deux, oui, tu peux. Vous êtes des preuves vivantes que c'est possible et voilà quoi. Ouais. Ok, mais c'est surtout que toi en plus t'as pu réduire ton temps j'en profite pour te le demander maintenant, t'as réduit ton temps de travail en tant que biologiste. Ouais, là je suis à temps partiel, je travaille à mi-temps, donc je travaille 2 jours par semaine en moyenne, 2-3 jours par semaine. Attends, ça me fait rêver ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool. J'ai vraiment de la chance pour ça, d'avoir trouvé un poste qui me permet de faire ça. J'ai une collègue qui est hyper sympa et pour le coup c'est l'extrême opposé, elle est à fond derrière moi, derrière mes projets. Dès que j'ai besoin de me libérer pour un tournage ou pour quoi que ce soit, on échange de bons procédés. Et puis elle, quand elle a besoin de garder ses enfants ou de partir en vacances, c'est trop bien. C'est un peu d'intelligence, c'est trop bien. Et ça, c'est trop cool. C'est bien. Ok. À condition de réussir à travailler sur les autres jours de la semaine, pas être chez toi en mode. Ouais, c'est ça. C'est une autre question. Ouais. Let's go. Allez. On refait tourner la roue. Mince. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à prendre des mouchoirs. Ouais, c'est vrai. Ok, on est parti sur l'enveloppe, la lettre. Le concept, c'est simple, c'est aujourd'hui, si tu devais écrire une lettre pour donner des conseils, pour encourager ou pour orienter, Tanguy, il y a 10 ans. Ce qui est rigolo, c'est juste après ce que t'as dit où t'as quelqu'un qui a essayé de te décourager. Donc il y a 10 ans, rigolo, donc j'avais 20 ans, je sortais du bac, en gros. À 10 ans, oui, ou à 10 ans, en gros, qu'est-ce que t'avais comme rêve à 10 ans et aujourd'hui, t'as forcément, on a grandi, t'as 20 ans de plus. Je sais pas, si j'aurais un conseil, parce que quand je suis arrivé en PACES, en première année de médecine, de santé, moi j'étais vraiment déjà déterminé, tout le monde m'avait dit, ça va être difficile cette première année. Et je crois que j'étais prêt, psychologiquement, on me l'avait rabâché. Et je pense que j'ai eu cette chance-là quand même d'avoir un entourage, d'avoir des professionnels de santé dans mon entourage, tu vois, un père vétérinaire, une tante pharmacienne, etc. Et on m'avait déjà donné ces conseils-là, je pense. On m'avait dit, faut que tu te donnes à fond. La première année, t'es à la fac, t'es livré à toi-même, t'es plus encadré comme au lycée. Et donc, va falloir bosser par toi-même. Te donner les moyens, tu seras pas en prépa, encadré, avec des DS toutes les semaines, etc. L'école. Les DS. Ouais, donc d'un point de vue conseil, purement pratique sur la PACES, la première année à la fac, je pense que j'étais préparé et je sais pas si j'aurais un conseil à donner à ce Tanguy d'il y a 10 ans. T'as pas de regret du coup? Non. S'il y en a pas qui viennent comme ça. Tant mieux. Alors je pense que j'ai pas vraiment de regrets parce que j'ai surkiffé mes études de pharmacie, sincèrement. Okay. Vraiment, je me suis senti à ma place. J'ai rencontré des personnes formidables, des amis avec qui je suis encore ami actuellement et que je vais garder toute ma vie. J'ai rencontré, même d'un point de vue professionnel, j'ai vu tellement de choses, j'ai appris tellement de choses, j'ai aucun regret là-dessus. Et même les études de pharma en elles-mêmes sont géniales parce que t'as un équilibre entre la formation et ce que t'apprends qui est hyper intéressant et la vie festive, associative. Non, c'est hyper important. Et en plus, il y a une mixité, je trouve, en pharma. Tu as autant de gars que de filles. Du coup, ça crée, je sais pas, ça crée un équilibre qui est hyper agréable. Donc, si je devais donner un conseil à un jeune qui se lance dans les études de pharma, c'est d'y aller à fond,
il y a plein de débouchés possibles. Ouais, je me suis un peu perdu là, non? Non, pas du tout. Non, toi, t'avais fait PACES pour Pharma dès le début. Ouais, moi j'avais fait. Tu savais que tu voulais faire... J'avais fait PACES pour Pharma. Alors pourquoi Pharma et pas médecine? Parce que j'ai... Ah, ça fait partie de tes questions. Sur un autre sujet. Mais oui, ça tu peux le dire dès maintenant parce que c'est centré un peu plus sur autre chose. Pourquoi Pharma plus que médecine? Mais c'est une très bonne question. Je pense que j'avais pas envie de trop de contact avec les patients. À l'époque, j'étais quelqu'un... Enfin, je me voyais pas faire des gestes sur les gens... La vue du sang, les trucs un peu dégueulasses, tu vois, faire un toucher rectal, par exemple, ça m'effrayait. D'accord. Pour moi, c'était... Enfin, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Non, mais c'est bien d'être honnête avec soi-même et pas te le découvrir au milieu de ton cursus de médecine, quoi. Exactement, c'est ça. Et sauf que 10 ans plus tard, en fait, c'est des trucs qui me gênent plus du tout. Maintenant, au labo, je fais des prises de sang tous les jours, je fais des prélèvements de mycose des ongles, des prélèvements vaginaux, des trucs comme ça. Et limite, je trouve ça cool, en fait, d'avoir ce contact avec les patients. Et en fait, on parle pas assez du côté cool d'aller chercher les mycoses quand même. Ouais, c'est vrai que je parle de prélèvement vaginal et après je dis que c'est cool. C'est super cool comme contact. Mais non, en fait, je pense qu'on évolue en tant que personne. Quand j'avais 18 ans, c'est des choses qui m'effrayaient, que j'avais pas envie de faire. Et 10 ans plus tard, en fait, c'est des choses qui me dérangent plus et au contraire que je trouve plutôt cool, qui me sortent de mon bureau, qui me sortent de la paillasse, d'aller faire un prélèvement, de parler à quelqu'un, c'est quelque chose que je trouve plutôt agréable. Et sinon pour finir avec la question, niveau conseil, d'y aller à fond, de croire en ses projets, et notamment le projet artistique aussi, créatif. Parce que moi à la base quand j'étais petit, j'avais toujours dit à mes parents que je voulais faire une carrière artistique. Depuis tout petit je dis que je veux être réalisateur, je veux être dessinateur de BD, je veux être architecte. Et peut-être que mes parents m'ont un petit peu orienté, un peu influencé vers la science, vers des métiers plus sûrs entre guillemets. Et alors je regrette pas parce que je regrette pas mon parcours parce que comme je dis, pharma j'ai kiffé et puis maintenant j'ai un métier qui est hyper chouette et maintenant je m'en sers pour faire du créatif. Mais je pense que si on a l'esprit créatif, qu'on a l'âme artistique, je pense que c'est bien de l'exploiter à fond. Et de pas laisser ça de côté, sinon on risque d'avoir une frustration toute sa vie. C'est ce qui nous réunit un peu ici aussi, je pense. On n'est pas là par hasard. Mais... Et puis l'un n'empêche pas l'autre, je pense qu'on peut faire les deux. Moi je suis sincèrement attiré par les sciences, je kiffe vraiment ça. Et j'aime tout autant que j'aime l'artistique, le créatif. Et c'est comme ça que j'ai essayé de mêler les deux. Mais je me reconnais vraiment là-dedans parce que moi, je voulais faire réal quand j'étais petit et mes parents ils m'ont dit top, fais des études et j'ai baigné dans la science. Vraiment la même éducation. C'est pour ça que je me reconnais. Et du coup, j'ai fait des études et je fais de la réal à côté, quoi. Donc, je pense qu'on peut les comprendre, les parents, là-dessus. C'est le côté bienveillant. Ils veulent t'orienter le mieux possible. Alors, même si quand t'es petit, et puis il y a le côté rassurant aussi. Ouais, c'est ça. D'avoir un vrai métier. Le vrai métier dans le sens où faire réal, c'est pas, c'est pour percer en tant que réal et réussir à faire que ça. Et aller dans les sites, parce que quand on est petit, je pense qu'on rêve du réel qui fait du long métrage et qui finit affiché. Je vois Lou, mon cadreur, qui a des étoiles dans les yeux à l'évocation de ce sujet. Et voilà, c'est aussi le. C'est un vrai métier. Mais pour moi, ça reste possible. Pour moi, ça reste possible. Bien sûr. Justement. C'est pour ça que je regarde Lou en regardant. Carrément, tu regardes les réalisateurs, leur premier long métrage, généralement, ils le font à 40, 50 ans. Pour moi, une carrière, ça se construit sur le long terme. Bien sûr. Moi, mon objectif final, ça fait peut-être partie de vos questions, mais mon objectif à terme, ce serait de faire un documentaire qui passe sur Arte ou sur Netflix. Ça, c'était dans le truc précédent, effectivement, je voulais te demander si t'avais un gros projet, le projet de tes rêves en termes de ciné. Est-ce que ce sera plutôt du long métrage ou du docu, par exemple? Je pense plutôt documentaire. D'accord. Ouais. Même si j'adore la fiction, j'adore, je vous parlais de Star Wars, Dune, et voilà, j'adore réaliser de la fiction. Ce que je préfère par-dessus tout, je pense que c'est le documentaire. Okay. J'adore expliquer des choses, transmettre du savoir aux gens. Et je trouve que le documentaire, c'est un bon compromis qui permet de faire à la fois quelque chose... on va apprendre des choses aux gens et en même temps d'avoir une partie visuelle, esthétique qui est importante. Donc petit à petit, en fait, en faisant de la vidéo, je me suis orienté vers ce genre-là. Rejoindre un petit peu tout ce qu'on voit là, les docu-fictions, comme ça, ou un peu moins romancé. Ouais, pourquoi pas. Docu-fiction, j'en ai fait un justement sur les urgences
sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, avec l'hélicoptère du SAMU. Ouais, oui, rien que ça. Et la vidéo de débrief. Ouais. Elle fait la vidéo de débrief aussi. Ouais, c'est ça, le making of. Ouais. Bah, ça, c'était pour le coup, c'était un docu-fiction. Comme je pouvais pas filmer un vrai patient, enfin, ça allait être compliqué de filmer une vraie intervention. Je m'étais dit, on va faire une fiction. J'ai pris une de mes co-internes, Tania, voilà, qui est dans tous mes projets. Et je lui fais un coucou si elle regarde cette vidéo. Coucou, Tania. Et ouais, je me suis dit, on va s'essayer au docu-fiction. Raconter une histoire, mais en même temps, tu vois, c'est un truc un peu documentaire, explicatif. Donc ça, ouais, c'est un genre qui me plaît bien. Ok. Et oui, donc c'était d'ailleurs un court-métrage qui avait été financé par un super partenariat qui t'avait donné beaucoup d'argent. Énormément de budget. Les rats dans le milieu, on les appelle. C'est vrai que quand on commence sa carrière de youtubeur, on a souvent très peu de budget. Et je pense qu'on se fait un peu avoir. Alors, surtout je pense qu'ils nous ont tous eu. C'est le même qui nous ont tous eu un par un, on ne citera pas, mais. Ouais, oui. Mais après, c'est nous qui sommes bêtes aussi d'accepter des contrats aussi pourris. On n'est pas du tout formés. Ouais, on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé, on n'est pas informé, on se rend pas compte. Ouais, on a zéro éducation à ça. Ouais, on a déjà parlé en off, il y a des trucs qu'on n'accepterait plus du tout aujourd'hui en termes de budget et tout ça. Bah ouais. La santé, l'argent, c'est vachement tabou, quoi. Carrément. Ah bah ça, oui, ça nous colle à la. Bah moi, pour la petite anecdote, le premier contrat que j'ai fait, je crois que j'étais payé 200 balles pour filmer tout un concert. Alors c'était pas dans la santé, hein. Okay. Mais ouais, filmer tout un concert, une battle de danse, je crois. Et à l'époque, j'étais trop content. Je me suis dit, waouh, en fait, je peux faire de l'argent avec ma passion. Je peux faire de l'argent en faisant de la vidéo. Et sauf que sur le coup, je comprenais pas que c'était carrément sous-payé. Enfin. Bah alors pour le coup, alors ils sont hors cadre, mais on discutait avec Mathilde et Lou sur le trajet, qui eux sont professionnels dans la vidéo. Ils font des projets bénévoles encore aujourd'hui. Donc nous, on a la chance effectivement d'avoir des. Mais c'est un milieu où c'est compliqué effectivement d'aller chercher de l'argent. Carrément, parce que puis il y a des youtubeurs qui payent très très mal leurs équipes aussi dans tous les milieux. Quoi. Donc même au sein des trucs. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent. C'est carrément le nerf de la guerre, et je pense que c'est aussi pour ça que je travaille à côté en labo, que je continue d'avoir cette activité-là. C'est pour avoir mon salaire à la fin du mois, enfin un salaire fixe qui me permette de financer ma passion dans des moments de creux où je vais pas avoir de projet, par exemple en plein été, tu vois, on n'a plus rien à faire niveau vidéo, et je trouve que ça permet d'avoir une sécurité d'esprit, de se dire bon bah, et puis en plus ça permet de sélectionner seulement les projets qui m'animent vraiment, et de pas accepter tout et n'importe quoi entre guillemets. Non, mais t'as complètement raison pour le coup. Et enfin, je sais que si je faisais que de la vidéo, j'aurais un peu cette pression d'accepter, je sais pas, de faire des publicités, faire des vidéos corporate qui me plaisent pas trop, pour des produits. Ouais, c'est ça, pour faire rentrer de l'argent, quoi. Ouais, pour de la vidéo pour toi. Moi, être vidéaste dans la vie de tous les jours, je pense que je pourrais le faire, mais j'aurais mais être lancé et de vivre que de ma chaîne YouTube, je pense que je pourrais jamais, par peur, déjà du jour où ça s'arrête, et comme tu dis, de la pression où tu deviens, enfin, c'est pas juste, ça t'anime pas juste ta passion, ça te fait manger aussi. Ouais, c'est ça. Nous, on a cette chance de faire autre chose à côté, bon, ce qui est, quand on peut pas diminuer notre activité principale, c'est aussi un défaut, parce que du coup, on cumule, mais on a cette sécurité de se dire, c'est pas YouTube qui nous fait bouffer, YouTube, il nous fait kiffer, en fait. Enfin, et ça permet de faire des projets comme aujourd'hui. Et puis, vous-même, vous savez, YouTube, ça met tellement de pression sur, à quel point ta vidéo marche ou pas. Direct, t'as du feedback. Ta vidéo marche moins que d'habitude. C'est le truc qui te casse bien le moral. Les stats sur YouTube. Les stats sur YouTube, c'est horrible. Enfin, ou même sur tous les autres réseaux. On vous adore YouTube, c'est vous qui publiez cette vidéo. Mais non, que ce soit Insta, TikTok, enfin, toutes les plateformes, je trouve que ça te met une pression, quoi. Quand ta vidéo, elle marche pas, tu fais 0 vue et tu te dis derrière c'est ça qui me fait payer mes factures et qui me donne à manger. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut s'arrêter. YouTube qui décide on va te fermer parce que quelqu'un t'as pas respecté une des 10 millions de règles. Ouais. On est parti. Allez. Yes. Je la sens bien là. Allez. Yes. Nous c'est ce qu'on attend avec impatience celui-là. La balance. Vas-y, je te laisse expliquer ce nouveau mini-jeu. La balance va reprendre un petit peu le même concept que le vrai faux de l'échauffement. Ouais. Sauf que ce coup-ci, on va partir sur, tu connais le principe du surcoté ou sous-côté. Ok. Ouais. Je vois à peu près. Là, éventuellement, si t'as quelque chose à ajouter, t'as le droit de rajouter un petit complément s'il n'y a pas besoin. Pour justifier. Pourquoi justifier. D'accord. Sous-côté, tu vois. Vas-y. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Allez, let's go. Commencer. La faluche dans les études, surcoté ou sous-côté ? Ouais, surcoté. Ok. Je suis moi-même faluchard, mais... Alors
là, ça devient intéressant. Mais enfin, je le sais qu'il y a toute une aura autour de la faluche, toute une réputation, mais ça fait partie du truc. Les gens qui sont faluchards, ils aiment bien alimenter cette réputation hyper crado, glauque, presque, ouais, c'est ça, confrérie. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on doit le voir, je pense. La faluche, c'est un super souvenir de ces années d'études. Et je trouve que c'est la tradition, tu vois, c'est vraiment une tradition française ancrée depuis 1888. Ouais, et je connais mon code de la faluche. Hein. Et moi, j'ai zéro regret d'avoir fait. C'est quelle couleur la faluche format vert? Ouais, c'est un velours vert. Ouais, c'est je retiens parce que je crois que c'est les mêmes que pour Staps. Je crois que c'est vert. Okay. Ouais, en gros, toutes les filières de santé sont en velours. Parce qu'à l'époque, sur les batailles napoléoniennes, ils essuyaient le sang avec du velours. Okay. Voilà. Incroyable. Et les autres filières, c'est pour ça que les autres filières sont en satin. Okay. Donc les filières hors santé sont en satin. Donc ça, incroyable. Je trouve que c'est, tu vois, c'est typiquement le genre d'anecdote que je kiffe avec la faluche, c'est tout ce folklore, ces codes, ces traditions, et c'est en partie pour ça que j'ai fait la faluche. Alors aussi pour le côté cool, quand t'es en soirée avec tu revêtis ta faluche. Un truc vraiment identitaire en fait. Un truc identitaire. Et la pins, fais-moi rêver. Oh, je peux plus compter. Surtout que les pins, c'est moi qui les designais, qui les faisais. Ah ouais? Ouais. Est-ce que ça t'étonne? Ça t'étonne, toi? Pas moi, bizarre. Non, mais moi je pensais que c'était les mêmes reconduits d'année en année. Non, je les faisais pas tous, mais enfin ceux de Caen, de la fac de pharma de Caen, là où j'ai fait mes études, c'est moi qui les designais pour la plupart, quoi. Et ça, chaque année, j'adorais faire ça. Ouais, c'est ça. Pour chaque événement, chaque week-end d'inté, chaque gala, t'as un pins à l'effigie de l'événement, en fait. Ok. Donc ouais, surcoté dans le sens où il y a trop cette réputation qui fait peur aux étudiants. Mais je pense que c'est un truc à faire pour quelqu'un qui aime bien la fête, l'associatif, s'investir dans la vie de la fac. Et qui veut tout simplement avoir un beau souvenir de ses études. Je trouve que la faluche c'est génial. Ok, la parasito. C'est pas franc. Sous-côté, dans le sens où je pense que les étudiants ils mettent un peu de côté cette matière. Ils sont tu vois, nous la parasito en pharma, c'était vraiment la matière où tout le monde se plantait, tout le monde allait au rattrapage. C'était hyper dur pour les gens d'apprendre des cycles parasitaires, des cycles évolutifs. Donc c'est les différentes phases d'évolution du parasite, hein, pour ceux qui sont pas dans les études médicales. Et ouais, c'est sous-coté. Et d'ailleurs, même à l'hôpital, je trouve que les gens manquent de connaissances sur les parasites. Enfin, on a des connaissances en bactériaux, en viraux, mais c'est vrai que dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, qu'on parle de parasites, ça devient tout de suite un peu compliqué. Mais en même temps, c'est normal. En France, on en a assez peu, au final, de parasites, à part quelques parasites digestifs. Mais ça va être plutôt en Asie, en Afrique, etc. Et ouais, sinon moi c'est une discipline qui me fascine depuis toujours et qui me fait penser au film Alien, qui a bercé mon enfance, que j'ai regardé beaucoup trop tôt. Voilà, j'avais comme nous tous. Du moins de 10 ans. Ouais, c'est ça que mes grands frères m'ont montré quand j'étais petit. Ça, oui, quand t'es et c'est vrai que quand je suis arrivé en pharma et qu'on a fait de la parasito, ça m'a tout de suite fait penser à ce film-là. Voilà, le ver qui se développe dans ton corps. Qui peut mesurer 10 mètres de long, qui peut vivre avec toi plus de 30 ans. Enfin, c'est... Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment un truc qui me fascine, le côté un peu dégueulasse, qui a un être qui vive à tes dépens, qui vive à l'intérieur de ton corps. Ok. Allez. Et je crois que c'est un sujet qui plaît aux gens, parce que... Oui, dans mes vidéos, ouais, c'est ce qui marche le mieux. C'est après peut-être parce que aussi je suis passionné par le sujet. Le premier million de vues c'était sur un short, c'était sur une vidéo de parasito, sur le ver solitaire, sur le ténia. Ouais. Alors c'est pas exactement celui qui était de loin j'y ai cru. Énorme. Mettre ça ici. Alors, je vais le montrer montre-le à la cam un peu. Bon, du coup, faut décrire ce que c'est pour. Qu'est-ce que c'est? Parce que justement, tu parles d'un compagnon qui nous accompagne pendant 30 ans là. Alors, pour le décrire, manifestement. Je dirais tagliatelle. Tagliatelle. De son nom latin très connu. Est-ce que t'en as mangé en vidéo quand même? Ouais, j'en ai bouffé des extraits de cette vidéo tout de suite. Et du coup, donc tu t'étais servi de ça, c'est ça pour Ouais, de magnifiques tagliatelles. C'est vrai que ça ressemble vachement à un ténia, du coup, le ver solitaire. Il a pas eu le temps de vieillir. Ouais, mais c'est vrai que de loin, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Enfin, t'as des patients qui nous ramènent ça au labo. Bon, ouais, il y a ça qui
m'est sorti de l'anus. Voilà, je vous ramène ça. Qu'est-ce que c'est? Il nous ramène ça dans un pot. Nickel, bah voilà, donc on va finir le podcast avec ces magnifiques ténias au milieu. Si c'est beau dans le cadre, les ténias? Ça c'est génial. Ça existe, ça a le mérite d'exister. Ok. C'est génial parce que c'est vraiment ma marque de fabrique. J'ai fait tellement de vidéos sur ce sujet. Ça c'est une idée de... sur côté ou sous côté le ténia pour maigrir, hein, parce que j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient ça. Les influenceuses sur côté, je sais même pas si c'est véridique en fait, si on peut vraiment se procurer des pilules avec un ténia. À vérifier. Je suis pas sûr que ce soit, qu'il y ait vraiment des gens qui vendent ça. Mais c'est sûr que, en plus, je pense que c'est vraiment dangereux pour la santé de faire ça parce que le ténia, ça fait pas forcément maigrir. Tu peux avoir les symptômes inverses. Tu peux avoir des crises de boulimie. Quand il a faim. Et puis ça peut. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il a faim. Donc ça fait pas forcément maigrir le ténia. Ça peut provoquer l'effet inverse. Et en plus de ça, ça va induire des carences en vitamines, en certains aliments. Donc, c'est dégueulasse de vivre avec un ver solitaire. On aurait pu commencer par ça. Donc, carrément, sur le côté, non, faut pas faire ça. Tu bosses en labo. Il y a des labos qui font des tests sur les animaux. Les tests laboratoires sur les animaux, est-ce que c'est sous-côté ou sur-côté? C'est sur-côté. Je pense qu'il faut réduire l'expérimentation animale. J'ai fait récemment une vidéo sur le sujet avec un comité scientifique pro-anima qui se bat contre cette expérimentation animale, qui promeut les alternatives aux tests sur animaux, parce que avant de faire cette vidéo, moi je savais pas, mais en fait t'as plein de techniques maintenant alternatives qui permettent de s'affranchir des tests sur animaux. T'as tout ce qui est intelligence artificielle, impression d'organes en 3D, tout ce qui est organes sur puce. Ça c'est un truc que je connaissais pas, mais en fait c'est des petits organes de la taille d'une clé USB qui sont en fait des canaux microfluidiques, donc des petits capillaires. Qui reproduisent en fait un organe humain, qui vont reproduire un foie, des poumons. C'est un petit tapis de cellules en fait qui est reproduit in vitro en laboratoire et qui permet de reproduire comme un organe. Et donc ça permet de tester des molécules, des médicaments, des cosmétiques dessus. C'est comme ça qu'ils ont, alors rien à voir, mais ils ont recréé du saumon en labo pour pouvoir éviter du saumon comestible mais juste les cellules musculaires. C'est un peu le même concept. On fait de la viande comestible aussi. Ah oui, j'ai vu ça. Pas trop ce que ça vaut. J'ai vu ça. Mais je pense que l'expérimentation animale, on en a toujours besoin actuellement pour certains cas, certains produits, mais ce serait bien qu'on tende à réduire en fait cette expérimentation. Je crois qu'en France c'est 2 millions d'animaux chaque année en France qui sont utilisés. 2 millions encore 2 millions. France Rien qu'en France. Énorme. Et là-dedans, tu mets des rats comme des... de tout. Des rats, des lapins, même des singes. On peut encore sur... tu vois, alors j'y connais rien du tout. J'ai déjà visité des laboratoires de recherche qui font l'expérimentation sur des singes. Et même eux, ça leur... Ça commence à aller... Ouais, c'est un peu stressant pour eux. Tu vois vraiment le regard du singe qui a un... C'est un animal quand même qui se rapproche vachement de nous, donc quand tu lui injectes un truc et que tu le regardes ensuite dans les yeux, j'imagine que ça doit être assez compliqué, quoi. Oui, moi j'ai une pote qui a fait ses études sur la schizophrénie, elle faisait des tests en biologie justement, elle pour le coup elle a fait de la recherche en biologie et elle faisait des tests sur des souris et elle butait quotidiennement, elle butait 2 souris quoi. Je pense que ça lui pèse au bout d'un moment. Tu m'étonnes. Nous en pharma, on avait des TP de pharmacologie. Et justement, on devait injecter des produits dans des souris. Ouais, voilà, c'est ça. Et tout ça pour voir l'effet, je sais pas, de la cocaïne. Donc elle est plus speed. Super. Je pense que j'aurais pu le voir dans un bouquin, ça m'aurait fait pareil. Je pense que oui, et puis la souris, juste après, elle mourait, quoi. Et on butait, je sais pas combien de souris juste pour voir les effets des produits, tu vois. On injecte une benzodiazépine, elle dort. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ça C'est voir pour croire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. De côté, les vidéos éducatives sur YouTube. Sous-côté, dans le sens où il y en a pas assez, quoi. Il faut en faire plus. Il faut un maximum de vidéos éducatives. D'ailleurs, je crois qu'en Chine, sur leur TikTok, le TikTok chinois, c'est que des vidéos éducatives pour les enfants. Ils ont bloqué tout le reste des contenus. Par rapport au TikTok occidental, américain ou européen, où nous on va avoir un petit peu de tout, on va avoir beaucoup de divertissement et beaucoup de conneries aussi. Et je pense que on peut vraiment apprendre grâce à YouTube, grâce aux vidéos. Alors ça va pas remplacer des cours magistraux, un vrai prof, etc. Mais c'est un média qui permet d'apporter de l'info complémentaire
et du visuel aussi sur certaines choses. Je vous parlais tout à l'heure de moi, mon envie de faire des vidéos justement pour expliquer certains cours de pharma, de médecine que je trouvais hyper intéressants, notamment le ver solitaire, qui peut être un cours imbuvable. Voilà, apprendre le cycle du ver solitaire, c'est hyper difficile. Mais quand tu l'as en vidéo, on te montre un bœuf qui est l'hôte intermédiaire du parasite, ensuite un ténia dans un flacon, donc vraiment le parasite adulte définitif, je trouve que c'est beaucoup plus visuel et ça permet d'apprendre d'autant plus facilement. Par exemple, moi mon objectif avec les vidéos, c'était montrer certaines choses que je voyais dans les bouquins et que je visualisais pas du tout. Par exemple, un flacon d'émoc. Bon, ça vous connaissez bien. Moi j'apprenais par cœur flacon d'hémoculture à prélever pendant les pics fébriles, etc. Mais je voyais pas du tout ce que c'était. Qu'est-ce que ça impliquait, et jusqu'au jour où à l'hôpital je me suis retrouvé devant un flacon d'émoc, à prélever, faire une prise de sang d'hémoculture, à le mettre dans l'incubateur, dans la machine qui va faire pousser les bactéries, qui va détecter la présence de CO2 et donc la présence de bactéries. Ensuite, avec ce flacon d'émoc, on va regarder, on va faire un examen direct. On va faire un gramme pour voir les bactéries. Donc tu les vois vraiment, les bactéries. Tu vois tes bacilles, tu vois ton méningocoque. Et c'est carrément plus simple de comprendre ces choses-là par rapport à juste apprendre dans un bouquin, d'être à la BU et de lire ton bouquin, quoi. Là, pour le coup, ça vaut le coup de le faire. Ouais, donc vidéo éducative à fond, quoi. C'est surtout qu'en plus on dit souvent que les infirmiers on va vite sur le terrain, et je voyais, moi j'ai plein de potes qui étaient en médecine, il y a plein de trucs que je comprenais plus facilement parce que je les voyais, ne serait-ce que l'antibiothérapie en réa par exemple, pour eux c'était hyper abstrait et ils apprenaient effectivement par cœur les classes, mais quand tu les manipules tous les jours, tu comprends mieux. Donc effectivement ça passe par les vidéos aussi. Carrément. Je pense que toi tu dois maîtriser, facilement maîtriser l'antibiothérapie parce que t'es sur le terrain. Louis encore plus que moi qui bosse en réa depuis plus longtemps, mais on a ce côté pratique. Alors j'aime pas le mot pratico-pratique, mais voilà. Est-ce qu'on en refait une dernière ou on passe à une autre activité ou Si, moi j'en ai une petite dernière. La vocation soignante. Surcoté ou sous-côté ? Surcoté. Surcoté. Je pense que c'est un peu trop romancé, cette histoire de j'ai une vocation pour être médecin, c'est ma destinée, je dois finir médecin ou infirmier ou autre. Et je pense que non, c'est comme je disais tout à l'heure, on évolue. Je pense que notre mentalité change aussi en fonction du temps, nos envies, nos désirs changent avec le temps. Je vous disais que moi à l'époque c'était que pharma que je voulais faire, c'était absolument ça. Et sauf que 10 ans plus tard, je me dis que j'aurais pu faire aussi de la médecine, radiologie, l'ophtalmo, la napath, ça m'aurait plu. Et j'aurais pu faire un tout autre métier aussi. J'aurais pu faire réalisateur, architecte. Il y a plein de domaines qui m'auraient plu. Et enfin, moi, en tout cas, je me suis pas. J'ai jamais eu de vraie vocation comme ça, pure et dure. D'ailleurs, juste avant le bac. J'ai mis pharma 2 mois avant de passer le bac sur ma liste de choix sur internet. Donc c'est pas un truc que tu voulais faire depuis tes 10 ans. Ouais, c'est ça. Il y a pas une lumière divine un jour qui t'est tombée dessus en disant tu iras aider les autres. Ne sois pas sarcastique. Ouais, exactement. Et du coup, le message que je veux dire, c'est, aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que si par exemple vous avez foiré médecine, que vous n'avez pas atteint le métier de vos rêves, etc., vous pouvez carrément vous épanouir dans autre chose, dans une autre filière. Même pas du tout dans le médical, ça peut être totalement autre chose. Et je pense que cette question de la vocation, non, elle est pas forcément vraie, quoi. On a pu le retirer. Parce que là, du coup, on va prioriser. Non, c'est parfait, c'est le sujet qui nous manquait surtout. Est-ce que tu peux justement, on en parlait en rapide, donc ça va être rapide, parler de ton métier de biologiste, donc ton parcours, expliquer ton parcours, et du coup, on peut le faire de 2 manières, tu me l'as expliqué de façon différente, tu me l'as déjà expliqué, est-ce que tu peux l'expliciter un petit peu, détailler ton parcours et ton métier de tous les jours ? Ok, alors du coup mon métier c'est pharmacien biologiste, on peut aussi dire biologiste médical, c'est la même chose. C'est un métier qui est accessible soit par les études de pharmacie, soit par médecine. Et à la fin, on obtient le même diplôme. D'ailleurs, c'est la seule spécialité, la seule filière qui est commune à médecine et pharma. Okay. Ça, je savais pas du tout avant qu'ils m'en parlent. Voilà, le métier de biologiste médical peut être accessible par ces 2 filières. Donc, en passant par pharma, c'est 5 ans de tronc commun. Et ensuite, il faut passer le concours de l'internat en pharmacie. Okay. Et une fois qu'on a ce concours, donc la formation pour être biologiste, ça dure 4 ans. Donc c'est 8 semestres. Donc 8 stages de 6 mois.
à faire à l'hôpital, sur le terrain. Donc on va se former à notre métier de biologiste médical. En passant par médecine, donc il faut faire 6 ans de médecine, passer l'internat de médecine, et pareil, choisir la spécialité biologie médicale. Et le temps de formation, c'est le même, donc c'est 4 ans. De, tu vois, je pensais, c'est plus que... Enfin, maintenant, les médecins généralistes, c'est 4 ans, mais c'est une spécialité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est relativement long, 4 ans... mais après, il faut se dire que c'est 4 ans où on est sur le terrain, on est payé, on est salarié, on est interne. Donc voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui se posent la question de ça va être des études un peu trop longues, je vais être sur les bancs de la fac pendant 10 ans. Non, en fait, on est sur les bancs de la fac 5 ans, c'est déjà beaucoup. Hein. Et ensuite, on est sur le terrain, on est dans la vie active, quoi. Il y a une plus-value à faire médecine ou pharma l'un par rapport à l'autre. Enfin, je sais quand t'as le choix. T'es premier en PACES, enfin c'est plus PACES, mais... Il n'y a pas vraiment de plus-value. Je pense que les deux filières ont chacune leurs compétences particulières. En médecine, tu vas avoir un versant un peu plus clinique, tourné vers le patient, médical. Alors qu'en pharma, on va plus être bon en analytique, en chimie, plus le côté paillasse laboratoire. Donc en fait, dans un labo, c'est cool d'avoir les deux types de profils qui vont se compléter. Bah on arrive au bout, hein. Il va être temps de clore cet épisode du podcast de Pamine. Ouais, c'était incroyable. J'ai adoré, c'était très cool. Merci de l'invitation. T'avais des petites appréhensions avant qu'on t'invite. J'ai l'impression qu'elles se sont envolées, que tu n'y as pas pensé après. Carrément, oui, c'est toujours un peu intimidant. Et puis c'est vrai que Louis, c'est la première fois que je te rencontre. On se connaît pas beaucoup, mais en plus le podcast, moi, c'est pas un exercice auquel je suis très habitué. J'avoue que moi je suis beaucoup derrière la caméra, j'ai beaucoup cette facette réalisateur, mais un peu moins. Mais t'as plein de choses hyper intéressantes à raconter, donc c'est bien qu'on te fasse passer de l'autre côté de la caméra aussi. C'est vrai que c'est cool d'échanger avec d'autres créateurs, d'autres professionnels de santé, et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul dans son délire. Ah non, parfois. Effectivement. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, je trouve, c'est de pouvoir rencontrer du monde, d'autres créateurs, et qu'il y ait une émulation en fait dans la création. On partage comme ça. Carrément. Ouais. Merci beaucoup, on est ravis que t'aies passé un bon moment et c'était vraiment très très chouette. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Tanguy qui est dispo sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok aussi. C'est ça.